Monsieur l'administrateur, le feu d'artifice me plaît beaucoup. Pardonnez-moi de parler assis, mais je me suis cassé le dos. Voilà. Comme on est debout depuis 10 millions d'années, ben ça arrive, et c'est un peu stupide. Mais comme on est resté debout, c'est que c'était quand même un avantage. C'est pour ça que je suis assis. Alors, je suis heureux d'ouvrir ce colloque, un brillant colloque. Brillant, on le sait d'avance parce qu'on connaît les futurs auteurs. Et avec Michel Brunet, on a concocté cette idée de colloque déjà depuis un certain nombre de mois, peut-être même d'années, en même temps que l'idée qui était celle de Michel de faire une vitrine de nos principales découvertes, de nos découvertes importantes, celles qui ont marqué notre discipline, pour être aussi un petit peu présent, parce que dans ce collège, il y a 52 professeurs. C'est plus que ça maintenant, parce qu'il y a une chaire internationale, une chaire, enfin, des chaires qui s'ajoutent aux 52 de base. Mais il se trouve bien sûr qu'il y a des lobbies, et puis il y a différentes communautés, et la communauté des paléontologues préhistoriens n'est pas la plus importante, donc c'était bien aussi de montrer notre nez, et c'est la raison première, l'idée de Michel, de faire une vitrine pour qu'on nous voit. Merci, monsieur l'administrateur. Et puis de faire, à l'occasion de l'inauguration de cette vitrine, que vous verrez tout à l'heure, ou que vous avez peut-être déjà vu, ce joli colloque. Alors ce joli colloque parce que depuis un certain nombre d'années, les découvertes sont très importantes, très importantes, pour des questions de budget, mais aussi pour des questions de nationalité. Il se trouve que la France, je ne suis pas venu du tout chanter la France, hein, mais il se trouve que la France a une part importante, de plus en plus importante et de plus en plus brillante dans la communauté scientifique internationale qui nous concerne. Et donc, c'est amusant d'arriver à faire 2 jours bien denses, bien pleins, avec uniquement des Français sur des poussées majeures de nos disciplines. Enfin, tout ça réuni fait que je suis très heureux, Michel et moi sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue. Alors, pourquoi je fais l'inaugural? Alors, inaugural, c'est beaucoup dire, hein, c'est beaucoup trop dire. Parce que Michel l'a souhaité, parce que Michel est gentil. Puis il s'est dit, copain, ça fait plus trop de terrain, vaut mieux qu'on le mette comme ça au perchoir tout de suite. Comme ça, on aura liquidé la question. Non, non, j'exagère. Hein. Et voilà. Donc je suis néanmoins très content d'avoir le perchoir, comme on dit, ailleurs. Alors j'ai pensé à 2 choses. La première, c'est ce que s'y est passé depuis 50 ou 60 ans. J'étais à la Sorbonne, juste en face, là, c'est drôle, hein, juste en face dans les années 50. Et j'avais comme patron ce que d'autres que moi ici ont eu aussi, Jean Pifteau. Jean Pifteau avait écrit un traité, avait coécrit un traité de paléontologie qui porte son nom, un merveilleux ensemble d'énormes livres. Il y a 7 volumes. Et le 7e volume sur primates et paléontologie humaine, il l'avait écrit lui-même, il avait tenu à l'écrire lui-même. Et cet ouvrage est sorti en 1957. Il se trouve que le tome 7 de la série du traité de paléontologie sur les hommes fossiles est sorti en 1957, c'est-à-dire qu'il y a 60 ans, quoi. 60 années, et depuis 60 années, c'est amusant de parcourir ce traité pour voir tout ce qui s'est passé. C'est immense ce qui s'est passé. Alors, je vous raconte le traité, par le menu, bien sûr. Il y a un certain nombre de pages, hein, mais ça va se passer, Michel. Le traité commence par ce que moi j'appelle aujourd'hui les préhumains, ce qu'à l'époque on n'appelait pas, mais quand même Pifteau avait bien divisé une partie préhumaine au sens propre d'une partie humaine. Et la partie préhumaine, elle commençait par Oreopithecus. Alors l'Oreopithèque, c'est un petit primate de Toscane, en l'occurrence d'Italie, aussi, parce qu'il est aussi d'ailleurs. Et ce petit primate, à cette époque des années 50, on y croyait beaucoup pour l'ancestralité de l'homme. On l'aimait beaucoup. Et puis, on s'est aperçu qu'il avait quand même les bras un peu trop longs, qu'il était un peu trop brachiateur, alors on l'a un petit peu mis de côté. Mais je dois dire qu'à ce moment-là,
Il y avait le trio Hürzeler à Bâle, il y avait Pifto à Paris, et puis Cruchafom Pairo à Barcelone, qui auraient bien aimé que l'origine soit européenne, quoi. C'est un peu chauvin, c'est un peu idiot, c'est franchement idiot même, mais c'est comme ça. Et je ne crois pas me tromper, parce que j'ai connu ces trois personnages, trois personnalités de très près. Et je pense que Louis de Bonis nous en parlera tout à l'heure de cet Oreopithèque, qui est quand même une jolie petite bestiole. Donc l'Oreopithèque passé, on arrive aux Australopithèques, à tout l'ensemble des Australopithèques. Et les Australopithèques, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'était du domaine anglo-saxon, on n'y avait pas accès. C'était l'Afrique du Sud dès 1924, première publication en 1925, avec Dart, en tout cas bien l'histoire, avec Broom, avec Robinson. Et tous ces travaux faisaient l'objet de recherches importantes, de découvertes importantes, d'hypothèses importantes. Et on regarde ça d'un petit peu loin, puisqu'on avait accès au moulage, et puis c'est tout. Mais ce traité, évidemment, le traité de Pifto, ça va de soi, fait un large état de ce grand groupe des préhumains que l'on appelait, qu'on appelle toujours Australopithèque, mais qui a pris une autre allure systématique aujourd'hui. Et ce petit paquet passé, si j'ose dire, on entre dans l'humanité, on entre dans l'humain, et l'humain, Jean Pifto, faute de faire des filiations, vous voyez, des filiations verticales, avait fait des paliers. C'était plus simple parce que du coup, il n'y avait pas de phylogénie, trop de phylogénie qui entrait en jeu. Et ces paliers, ils s'appelaient archanthropiens, paléanthropiens, néanthropiens. Archanthropiens, c'était tous les Homo erectus, qu'on appelle aujourd'hui Homo erectus. Et à l'époque, c'était le pithécanthrope, c'était le synanthrope, c'était l'atlanthrope. Alors l'atlanthrope était français, si j'ose dire. Enfin, il était algérien. Il y en a qui n'aimeraient pas beaucoup entendre ça. Enfin, à l'époque, il l'était un peu. Et le synanthrope, beaucoup d'informations nous étaient venues de Chine par Teilhard de Chardin. Donc le synanthrope, c'était un petit peu à nous, et puis on en avait beaucoup, on en avait les moulages ici, on les a toujours d'ailleurs. Et encore une fois, l'atlanthrope avait été découvert par Camille Arambourg en Algérie, donc celui-là, on le voyait de très près. Alors c'était les artisans, entre guillemets, des outillages bifaces. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Les humains et les outils ne vont pas toujours ensemble. En tout cas, aux limites, il y a des bavures. C'est pas si simple. Mais en tout cas, les Homo erectus, on y avait un tout petit peu accès. Alors, on essayait d'en trouver en Europe, on essayait d'en trouver en France. C'était un peu mauvais. Il y avait quelques pièces fossiles qu'on estimait être suffisamment anciennes pour pouvoir être des Homo erectus, mais c'était pas bien construit, bien mené, et c'était vaseux et ça l'est resté. Et c'est tout cet ensemble qui précède le Néandertal et qui pour moi est déjà Néandertal, qu'on appelle Heidelbergensis, parce qu'on ne sait pas trop comment l'appeler, et qu'on appelle Erectus parfois, qu'on appelle pré-Néandertal d'autres fois, ce qui n'a aucun intérêt systématique. Enfin, c'est tout un ensemble. À partir du moment où il y a une dérive génétique qui va vers Néandertal, pour moi, c'est déjà néandertalisé. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà les archanthropiens. Les paléanthropiens, alors là, on est à l'aise. Les paléanthropiens sont les Néandertals. Ah, ça, c'est à nous, ça. C'est à nous, on les connaît bien. Il y a eu la belle monographie de Marcelin Boule. Donc, la Chapelle-aux-Saints, la Ferracie, tous ces grands sites du sud-ouest ont fait la gloire de Néandertal, et ont fait, malgré les premières découvertes de Belgique, puis la découverte d'Allemagne, bien sûr, de Néander, les Néandertals sont aussi français, et ceux-là, on les connaît bien. Et donc, il y a beaucoup travaillé. Les premiers travaux de détails sur l'anatomie sont ceux-là. Ici en France, je veux dire, parce que les travaux d'anatomie sur le synanthrope par Weidenreich, par exemple, sont superbes. Donc, là, avec les paléanthropiens, on est chez nous, et ça change un peu les choses, mais enfin, quand même,
Ça fait déjà du temps passé avant d'arriver aux paléanthropiens. Et puis les néandertaliens sont les hommes modernes, et les hommes modernes, là, un petit peu de cafouillage là aussi, parce qu'aujourd'hui c'est Homo sapiens, voilà, c'est tout simple. Les puristes disent Homo sapiens sapiens, ce qui, à mon avis, n'a aucun intérêt. Mais à cette époque, c'était Cro-Magnon, quand même, sapiens et Cro-Magnon, que sapiens porte un nom français, c'était quelque chose. Mais il y avait un peu de cafouillage en ce sens qu'il y avait Chancelade qui existait, il y avait Grimaldi qui existait, il y avait Cro-Magnon qui existait, et on pensait que tous ces sapiens étaient suffisamment différents pour avoir aussi des destinées différentes. Et de façon très modeste, ce qui n'est pas étonnant pour l'époque, enfin toutes les époques ont leur modestie, de façon très modeste, il y avait même des auteurs qui avaient trouvé que l'origine de tous les Amérindiens, l'origine de tous les Asiatiques, l'origine de tous les Africains, l'origine de tous les Européens était ici. On avait toutes les souches. Grimaldi, c'était l'Afrique, Cro-Magnon, c'était les Blancs, enfin, etc. C'est effrayant. Et donc ça s'est un petit peu arrangé depuis. Et ce qui est amusant pour terminer ce petit tour d'horizon rapide, c'est que Jean Piveteau disait les hommes fossiles apparaissent un petit peu après le Gunz. Le Gunz, c'était une des glaciations alpines que l'on connaissait bien. On connaissait Donau, on connaissait Biber, on connaissait Gunz. Et après le Gunz, il y avait une période interglaciaire. Et les premiers hominidés, on ne disait pas hominidés à l'époque d'ailleurs, les premiers hominidés étaient apparemment de cette époque-là. C'est-à-dire que Piveteau disait, écrivait, ils ont au moins 600 000 ans. C'est marrant, hein? Ils ont au moins 600 000 ans. Comme vous savez, grâce à Michel Brunet, grâce à Brigitte Senu, on a ajouté un zéro, largement un zéro à l'histoire. Mais Piveteau ajoutait quand même, ils ont 600 000 ans, mais il se pourrait bien qu'ils soient un peu plus anciens. Donc vous vous rendez compte, le temps passé et le calendrier qui s'est installé d'abord, avec les méthodes de datation, et puis les datations extravagantes que l'on a obtenues depuis, et dont on vous parlera ces 2 jours-ci. Alors mon deuxième point est le suivant. Il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, le détail n'a pas d'intérêt, mais ça en a pour moi, et puis c'est pour vous dire que c'est une affaire récente et amusante. Il y a quelques semaines, donc, sur les quais de la gare de Lamballe, c'est bien précis, j'étais allé faire une conférence, un monsieur s'approche de moi, il me dit « Vous ne me connaissez pas et moi je vous connais, bonjour, bonjour ». Et il me dit « Je suis du CEA », moi, je suis content, et regardez-moi bien, je le regarde, et il me dit « Je suis intéressant sur le plan anthropologique parce que pour des raisons personnelles, j'ai dû décrypter mon ADN, faire décrypter mon ADN, et j'ai 5 ou 6% de Néandertal en moi, c'est-à-dire j'en ai plus que les autres. » Je dis « Mince, d'où est-ce que ça peut apparaître ?» Donc je l'ai regardé comme une radiographie, mais je n'ai pas vu grand-chose. Alors, ce qui était très amusant, enfin, c'est un type du CA, c'est pas n'importe qui, et il y a des choses amusantes. Il me dit, c'est curieux parce que je suis normand. Ça n'a aucun rapport. Il y avait aussi des Néandertals en Normandie, mais comme je vous le disais un peu tout à l'heure, nos Néandertals, ce sont ceux du Sud-Ouest, quoi. Ce sont les plus beaux, les meilleurs, les mieux conservés, les conservés en sépulture. Et c'est peut-être un petit peu pour ça. Mais c'était drôle qu'ils me disent c'est bizarre parce que je suis normand. Et il m'ajoute la plupart des éléments que j'ai donc de Néandertal ne sont pas codants, mais il y en a peut-être un. Il y en a peut-être un qui l'est, et c'est peut-être celui-là qui me donne des allergies. C'est drôle aussi quand même. Et j'ai trouvé ça fantastique, fantastique. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelques semaines, et c'était à Lamballe, et c'est tout frais. Fantastique qu'on soit capable aujourd'hui de décrypter nos 3 milliards et quelques de bases, de paires de bases, et que l'on puisse comme ça dire, voilà, j'ai une association de nucléotides un peu bizarre qui me fait penser que voilà, j'ai quelque chose de Lucie, et c'est peut-être à cause d'elle que j'ai des maux de gorge. Enfin, c'est drôle quand même.
Donc, je reviens sur ce que disait l'administrateur tout à l'heure. Nous ne sommes plus que des Homo sapiens, presque. Mais en nous, il y a des choses bizarres. Il y a des petits bouts de Néandertal, 2 à 4%, disait-on. Chez ce monsieur dont j'ai pris, bien sûr, les coordonnées, hein. Je les donnerai à Sylvana. Il y en a peut-être 5 ou 6. Alors, je ne sais pas comment a été fait ce décryptage, c'est un peu bizarre. Et d'autre part, on a sûrement beaucoup d'autres traces, beaucoup d'autres restes. On a hérité de beaucoup d'autres choses. Et en nous, il y a beaucoup plus d'humains, voire de préhumains que l'on imagine. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle assis. Et je vous remercie beaucoup. C'est juste une petite introduction. Et je suis ravi que vous ayez accepté notre invitation et tout à fait heureux de vous entendre ces 2 jours-ci. Merci.